Bonjour, mon nom c'est Francine. Le 5 de février 2024, j'ai été victime de la fraude des grands-parents. Suite à cet événement, j'ai décidé d'accompagner les policiers dans les rencontres qu'ils font avec les personnes âgées pour apporter mon témoignage pour s'y être utile à se protéger contre les fraudeurs, de la fraude des grands-parents. Mon histoire, comme je disais tantôt, le 5 de février, lorsque le téléphone a sonné, j'y réponds et c'était la voix de ma petite fille et elle pleurait à gros sanglots. Alors tout de suite, j'ai l'inquiétude parce que je me suis dit quelque chose de terrible vient d'arriver et j'ai pensé que ça pouvait être un décès parce qu'elle a 2 petits-enfants. Et je me suis dit, il est arrivé quelque chose de terrible. Alors, je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Elle me dit, je viens d'avoir un accident d'auto. Je lui ai demandé, est-ce que tu es blessée? Elle me dit, non, je ne suis pas blessée. Par contre, mon auto est au garage et est en mauvais état. Alors, je lui dis, regarde, le principal, c'est que toi, tu ne sois pas blessée. L'auto, c'est secondaire. Mais elle me dit, j'ai frappé une autre auto et la dame est enceinte et elle est à l'hôpital présentement parce qu'elle risque de perdre son bébé. À ce moment-là, j'ai de la peine pour cette personne-là parce que c'est dommage là de vivre ça. Puis je connais ma petite fille qui, elle aussi, se dit inquiète. Et je lui dis, mais écoute, c'est contre ta volonté, c'est un accident. Mais elle me dit, non, on m'a accusé d'avoir conduit avec mon téléphone dans les mains. Alors, je lui dis, mais avec les autos aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir le téléphone dans nos mains pour pouvoir parler au téléphone. Je lui pose la question, est-ce que c'est vrai? Elle me dit, je ne peux pas te répondre parce que je suis au poste de police. On m'accuse de conduite dangereuse. Et on m'a demandé si on a saisi mon téléphone et on m'a dit, si tu veux téléphoner, tu as droit à un téléphone. Alors, elle a dit, c'est à toi que j'ai pensé de téléphoner parce que j'ai confiance, parce que les gens m'ont dit, ça prend une personne de confiance qui n'en parlera pas pour ne pas nuire au dossier, à l'enquête. Alors, je lui dis comment je peux t'aider. Mais comme je savais pas quoi faire, je lui ai dit, écoute, je vais te rappeler parce que comme elle demeure à l'extérieur, je savais pas exactement dans quel poste de police elle était, mais je lui ai dit, je vais te rappeler. Elle me dit, non, tu peux pas. Et on saisit mon téléphone. Mais alors, je dis, de quelle façon je peux t'aider? Moi, j'ai toujours l'inquiétude là, qui grandit parce que je me sens, je ne sais pas quoi faire. Alors, elle me dit, on m'a donné un avocat parce que j'en ai pas, et si tu veux, l'avocat va te téléphoner. Alors, je lui dis, OK, pas de problème. Et il se passe à peu près 10-15 minutes. Toujours l'inquiétude grandit, là, moi, parce que je sens que ma petite fille est dans une mauvaise situation, puis je sais pas comment faire pour l'aider. Alors, le téléphone sonne et c'est l'avocat. Il me dit, je suis l'avocat de votre petite fille et inquiétez-vous pas, je vais bien m'en occuper. Alors, je lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Bien, il dit, je vais vous rappeler, madame, je vais voir. Elle me laisse passer encore 10-15 minutes. Pendant ce temps-là, c'est sûr que l'inquiétude a grandi toujours parce que j'imagine toutes sortes de choses. Au bout de 10-15 minutes, le téléphone sonne et c'est l'avocat. Alors, il me dit, j'ai parlé au juge et votre petite fille va passer devant le juge le 6, alors c'est le lendemain. Et puis, il dit, il va avoir un cautionnement à payer. Alors, je lui dis, OK, c'est combien le cautionnement? Mais il dit, c'est 4 650 $. J'ai dit, OK. Il dit, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous êtes en mesure de payer le cautionnement? J'ai dit oui. Alors, il dit, allez chercher les sous et rappelez-moi. Je vais vous donner mon numéro de téléphone et vous pouvez me rappeler quand vous aurez les sous. Alors, je lui ai dit, OK. Je vais aller chercher les sous.
Et quand je suis revenue à la maison, je l'ai rappelé. C'est lui qui m'a répondu. Et pour moi, tout semblait normal. Là, c'était un avocat avec qui je parlais. Alors, il me dit, vous avez les sous? J'ai dit oui. Il dit, j'ai dit, de quelle façon je fais pour vous remettre les sous? Parce que je savais qu'elle était à l'extérieur, puis j'étais à Trois-Rivières. Alors, il me dit, il faudrait que je réfléchisse. Puis moi, entre-temps, je dis, OK, ben je vais aller porter ça à la police ici, à Trois-Rivières. On pourra faire suivre les sous pour libérer ma petite fille en attendant de passer devant la cour. Alors, il me dit, pas de problème, je vais vous rappeler. Alors, il me laisse encore 10-15 minutes qui encore m'inquiète davantage. Et il me rappelle, puis il me dit, ben, vous avez un rendez-vous demain matin à 8h30. C'est rassurant de dire, puis j'avais pas aucune idée là, que c'était une fraude. Pour moi, c'était vrai. C'était vraiment réel. Alors, j'ai dit, OK, demain matin, 8h30, mais ma petite fille va être libérée ce soir. Il dit non. Ah non, elle va coucher en prison, là. Et tout de suite, là, moi, je veux pas ça, qu'elle couche en prison. Je me dis, j'ai les sous dans les mains. Pourquoi? C'est pas correct, là. Vous savez que j'ai les sous. Mais j'ai dit, non, j'accepte pas ça. Faut trouver une solution. Alors, il me dit, je vais vous rappeler, madame. Il se passe encore, comme je vous dis, on me laissait toujours le temps d'imaginer le pire. Il me rappelle, puis il me dit, OK, j'ai parlé au responsable du dossier et on propose d'aller chercher les sous chez vous, si vous voulez. Et moi, tout bonnement, je lui dis, mais comment je vais faire pour reconnaître, parce que je ne vais pas donner l'argent à n'importe qui. Alors, il me dit, OK, je vais vous donner son nom, puis vous avez le numéro du dossier. Alors, elle va se présenter chez vous, puis elle va vous donner son nom, puis le numéro du dossier. Puis il dit, en attendant, je reste avec vous au téléphone pour être certain que vous n'avez pas de problème. Je dis, OK. La personne était tellement près, puis je pense qu'elle était au coin de la maison, parce qu'elle s'est présentée immédiatement. Mais entre-temps, il me dit, il y a mes honoraires aussi, là. Fait qu'il dit, si vous me payez en argent, il dit, je vais vous donner un discount. Ce serait 1 000 $. Mais j'ai dit, non, le 1 000 $, premièrement, je ne l'ai pas à la maison. Et j'ai dit, ce que je vais faire, je vais le déposer dans le compte de ma petite fille, puis c'est elle qui va vous payer. Il dit, est-ce que vous avez remis l'argent? Parce qu'entre-temps, là, la personne s'était présentée, je lui avais remis les sous. J'ai dit oui. Bon, ben, il dit, je vous rappelle pour ça. Alors, il a raccroché. Et tout de suite, moi, lorsque j'ai eu raccroché et remis l'argent, j'ai voulu vérifier avec ma petite fille, à savoir si elle avait récupéré son téléphone et si elle était pour être libérée en attendant de passer devant la cour. Alors, j'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné et ma petite fille me répond. Mais j'ai dit, tu as déjà récupéré ton téléphone? Elle me dit, ben, j'ai toujours eu mon téléphone. Mais j'ai dit, veux-tu me dire à quel endroit? Où es-tu? Elle a dit, je suis à la maison. Et c'est là que j'ai compris que là, j'avais été victime d'une fraude. Alors, ma première réaction, parce que les gens me posent la question, quand je fais mes témoignages, ça va, vous deviez être en colère. Non, je n'ai pas pensé à la colère parce que j'étais tellement soulagée de savoir que ma petite fille n'était pas dans cette situation-là. C'est ce qui importait le plus pour moi. Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais les laisser faire sans rien faire. Alors, j'ai dénoncé. Et les deux personnes, les deux policiers qui se sont présentés à la maison pour prendre la déposition, c'est deux policières qui m'ont aidé énormément. Il y avait beaucoup de respect et ils m'ont donné le temps de me remettre de mes émotions, m'ont aidé. On fait une différence parce que si aujourd'hui je fais des témoignages, j'accompagne les policiers dans les rencontres avec les personnes âgées, c'est l'attitude de ces deux policières-là qui ont fait une différence. Et par la suite, de travailler aussi avec Jean-Pascal, Stéphanie et Michel, m'ont aidé beaucoup dans mon cheminement. Parce que pendant plusieurs mois, on peut dire,
je me suis posé la question, j'étais pas fière de moi, là. On passe par toutes sortes d'émotions, hein, la honte d'en parler, d'avoir peur aussi de se faire juger. Parce que souvent, on pense que c'est des gens qui ne sont pas informés, qui se font prendre, mais c'est pas comme ça. Parce que la fraude des grands-parents, là, c'est les émotions. C'est avec les émotions qu'ils arrivent à leur fin. Alors, à chaque fois, on me disait, non, tu sais, c'est les émotions. Et ça m'a aidé grandement. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Ça fait 1 an, le 5 février. Et vraiment, je veux continuer à faire mes témoignages pour aider les gens, leur donner des outils pour se protéger contre ces fraudeurs. Moi, je les appelle les malveillants. Et la famille, nous, on a décidé un truc pour se protéger encore davantage, puis je vais le partager avec vous aujourd'hui. C'est de se donner un code. Alors, un mot que toute la famille connaît. On se donne de vive voix. Alors, si jamais vous recevez un appel et que vous n'êtes pas certain, vous demandez le code. C'est quoi le code? Si on n'est pas en mesure de vous dire le code parce que on dit « Ah, je l'ai oublié, je suis trop nerveuse », vous raccrochez. Et si c'est vraiment vrai qu'on a besoin de vous, on va prendre un autre moyen pour communiquer avec vous. Alors, je vous remercie de passer le message pour pouvoir protéger le plus de personnes, les personnes âgées.